Benjamin, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de t'avoir et un honneur. On a fait nos études ensemble et pour moi, c'était important de t'avoir, même s'il y avait d'autres choses plus personnelles qui ont fait que je voulais t'inviter à ce podcast. Euh, Aujourd'hui, toi, tu es chirurgien dentiste. Tu t'es spécialisé un petit peu, tu fais beaucoup plus de chirurgie exclusive, on va dire. On ne parlera pas de dentisterie, mais juste, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, tu sais, pourquoi tu es rentré dans ce monde-là? Et je t'assure que dès que tu termines, on parlera d'autre chose. Ok. Alors écoute, la grande question que je me pose encore maintenant, c'est pourquoi j'ai choisi dentaire, tu vois. Pour beaucoup, ça a été une espèce d'évidence familiale. Papa, maman étaient dentistes, on continue dentaire. Pour d'autres, c'était on suit les copains. Et moi, ce qui est étrange, c'est que depuis que j'ai 7 ou 8 piges, tu sais, quand les maîtresses, elles nous demandent d'écrire quel est notre rêve de profession plus tard, certains écrivent pompier, footballeur, truc, moi j'écrivais dentiste. Déjà à 7 ou 8 ans. Et je pense que j'ai le souvenir d'une vieille discussion que j'avais avec mon père qui me disait ce serait intéressant que tu fasses dentaire. Tu sais, moi, je posais beaucoup de questions à mon père, beaucoup de communication, et je lui posais plein de questions sur la vie, tu vois. Et déjà à cette époque-là, j'étais très pragmatique. Je voulais pas forcément ces rêves de policier ou de footballeur. Et je disais mais qu'est-ce que je peux faire dans la vie plus tard, etc. Et peut-être comme bon père de famille euh, qui a beaucoup travaillé, qui a pas forcément eu de diplôme, etc. M'a poussé à faire des belles études, ce qu'il considérait comme des belles études. Il savait que j'étais très manuel, tu sais, je construisais des petites maquettes, j'étais très précautionneux avec mes mains. Et du coup, il m'a lancé sur cette idée-là d'être dentiste. Et c'est comme ça que depuis tout jeune, j'ai voulu être dentiste et que les choses se sont faites. T'es dentiste, mais toi aussi, ça c'est cool, mais t'as cette capacité que j'ai remarqué chez toi, tu as cette capacité à ressentir l'énergie des gens. Et je l'ai vu chez toi, peut-être personne t'en a parlé, peut-être que oui, peut-être que non, mais tu as la capacité à, dès que tu parles avec quelqu'un, tu sais s'il va bien ou s'il va mal. Et tu as ce truc, ce sort de mouvement qui va t'entraîner, qui va te pousser à aller parler avec la personne pour voir et chercher et essayer de trouver, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour le faire sentir mieux? Alors, c'est peut-être un peu la première fois qu'on l'exprime avec ces mots-là, et ça me touche beaucoup, parce que c'est un joli compliment. C'est vrai que je viens d'une famille où on parle beaucoup, où la communication est vraiment a été au cœur de notre enfance, de notre jeunesse. Et pour moi, ça a toujours été normal, tu vois. C'était mon modèle. En grandissant, que ce soit en discutant avec mes amis, de leur modèle, leur schéma, que ce soit en discutant avec ma femme, son modèle, son schéma, et puis quand je vois les nouveaux modèles maintenant que nous, on est aussi parents, je me rends compte que la communication entre parents et enfants n'est pas une si grande évidence que ce que moi j'ai vécu. Et je pense que on m'a beaucoup écouté et que du coup, je reproduis un petit peu ce modèle-là, et peut-être que j'ai ce sens de l'écoute qui amène du coup à cette sensibilité dont tu parles. Parce que c'est un don au final. C'est un don que tu as Je de sais pas. pouvoir ressentir l'énergie des gens et de pouvoir... pas tout le monde là. Généralement, les gens vont passer à côté de toi, vont pas le ressentir, mais toi, tu as ce don de pouvoir sentir cette aura que les gens dégagent. Et je pense que c'est un don qu'il faut que tu exploites, honnêtement. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Et tu as cette capacité de pouvoir ressentir ça chez les gens. Et je pense que tu peux beaucoup leur apporter. Et je pense que ça va t'apporter à toi. Bon, bah, on va faire une nouvelle formation empathie. Ouais, ouais. Mais c'est pas que de l'empathie aussi, c'est vraiment, comment dire, on en parlera, mais t'es devenu enseignant, c'est pas pour rien. Quand on va chercher loin. J'aime accompagner, j'aime prendre soin, j'aime rendre service. À la fois, j'ai ce côté où je veux pas déranger, pas être intrusif, pas embêter trop les gens, et en même temps, j'ai envie de partager des choses avec eux. Et du coup, cet ensemble fait peut-être que je suis un bon accompagnateur et du coup peut-être un bon prof. L'autre jour, j'ai eu une discussion avec un mec. J'ai parlé avec un gars qui fait des millions et des millions de dollars par année. C'était pas moi du coup. Et il me dit quelque chose de très intéressant. Il me dit, tu sais, j'ai 2 boulots.
L'un m'apporte environ 10 000 $ de l'heure. Le deuxième m'apporte environ 15 $ de l'heure. Il me pose la question. Il me dit, d'après toi, durant quelle heure je suis le plus épanoui? Et je me suis dit, bon, il veut que je m'oriente vers le 15 $, c'est ça? Et il me répond, l'heure durant laquelle je suis le plus épanoui, c'est l'heure où je gagne 15 $. 15 $, justement. C'est l'heure où je gagne 15 $. Et je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, c'est l'heure durant laquelle j'enseigne. L'heure durant laquelle je transmets. Je partage mes passions, je partage mes choses. Je donne des informations pour des gens avides de savoir. Et il me dit, tu sais, Roméo, je fais beaucoup d'argent et je suis arrivé à un stade où j'ai tout fait. J'ai investi, j'ai acheté des appartements, j'ai acheté des voitures, j'ai tout. Il m'a dit, j'ai tout fait. Tout ce que tu entends, investissez dans ça, ça va vous apporter, etc. J'ai investi dans la bourse, j'ai tout fait. Je ne suis pas plus heureux. Le seul moment de la semaine où je suis plus heureux, c'est lorsque je vais à la fac et que je transmets mon savoir et que je partage mon succès. Et je lui dis, est-ce que c'est ton ego qui joue là? Si tu es en train de dire, regarde ce que j'ai fait. Il me dit, absolument pas. Je me suis posé même la question. Il me dit, non, c'est pas mon ego. C'est parce que je suis en train de donner quelque chose. Et je suis en train de partager quelque chose. Quelque chose que des gens, il me dit, quand tu vois les étoiles dans les yeux des gens, avides de savoir, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de connaître de nouvelles choses. Il me dit, ça n'a pas de prix. Et je sors de la fac, je suis le mec le plus heureux. Alors, c'est intéressant cette histoire d'ego. Quand j'ai commencé du coup à faire mon organisme de formation, du coup, il a fallu un petit peu se mettre en avant pour la vente, donc faire un petit peu de communication, les réseaux sociaux, etc. Et certains de mes amis ont imaginé, pensé en tout cas, que ça comblait un aspect chez moi très histrionique, il disait, très de théâtralisation, où en soirée je faisais un peu trop le fou, où j'aimais avoir les regards sur moi, etc. Et ils ont interprété ce moyen que je considère pour moi être un moyen de me mettre en avant sur les réseaux sociaux, etc., comme une espèce de lumière que j'aimais avoir sur moi, soit pour mon ego, soit pour cette histoire de théâtralisation de sa vie. Et en fait, ils ont rien compris. C'est exactement l'inverse. C'est pas du tout une question d'ego de vouloir se mettre en avant et qu'on nous regarde et qu'on nous dise, ah, c'est génial ce que tu fais, t'es trop fort, t'es le meilleur, et qu'on nous applaudisse demain. Non, pour moi, me mettre en avant sur tous ces réseaux sociaux, ça me demande une énergie de dingue, parce que c'est pas mon métier, je sais pas faire. Je suis même pas sûr de vraiment aimer ça. Avant chaque tournage, je me prends mon petit cachet de bêta-bloquant, mais autrement, je suis ultra stressé. Mais t'as l'air bien, c'est bien. Ouais, là, ça va. On est en intime. Ouais, c'est ça. Tu réussis très bien d'ailleurs. Et donc, cette mise en avant, c'est pas du tout un exercice ni que j'apprécie particulièrement, ni dans lequel je prends tant de plaisir que ça. Par contre, c'est un moyen de communication pour remplir mes formations. Et là où je kiffe, vraiment, c'est au cours de mes formations, mais il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de photo, il n'y a rien de tout ça, où on a un petit peu changé les codes de la formation. À l'époque, la formation, qu'elle soit universitaire ou post-universitaire, on avait le vieil enseignant, professeur d'université, costard-cravate, et puis qui vous voyez ses étudiants, et puis qui mettait une énorme distance. Moi, j'ai complètement cassé ça. Ça fait 4 ans que je fais mes cours, où je deviens pote avec mes étudiants. Enfin, les étudiants qui sont d'ailleurs pas étudiants, hein, c'est de la formation post-universitaire. Les gars sont déjà dentistes, ils ont une trentaine d'années. Et donc, je suis assis sur un coin de table, à discuter, à parler avec mes mains, à donner à imposer aux gens de m'interrompre, de me tutoyer, que ce soit une grande discussion. Et en fait, moi, ce que j'aime dans ma formation, globalement, quand je sors du cabinet, c'est me retrouver avec une relation d'égal à égal. Avec mes pairs, tu vois, avec les praticiens qui viennent me voir. Tu vois, au cabinet, quand bien même on réussit à avoir beaucoup d'empathie, à être très sympa avec nos patients, à rentrer dans leur intimité,
on a quand même cette stature de professionnel de santé face à un patient. On est quand même dans une relation verticale où on doit rester à notre place avec plus ou moins de sympathie, mais les rapports humains sont pas égal à égal, tu vois. Ce que je réussis à mettre dans mes formations, c'est ce pied d'égalité entre les praticiens qui viennent, qui payent, qui veulent apprendre un truc, moi qui leur enseigne, mais on arrive à dépasser ça où chacun finalement parle de son expérience, de ses doutes, de ses trucs. Alors j'anime, j'ai un fil conducteur si tu veux, mais ce que je kiffe particulièrement, c'est cet échange d'égal à égal face à ma classe de dentistes, mais qui sont plus ma classe, qui sont juste deviennent des potes avec qui on parle de dents, tu vois. Et ça, c'est là où je prends vraiment beaucoup de plaisir. Tu penses que c'est la nouvelle génération qui devient comme ça? Ouais. Parce que l'ancienne génération de profs, c'est pas la même chose. Il n'y a pas d'égal à égal. Non. Le premier coup que tu bois avec ton prof, c'est vraiment quand, 1 an après avoir terminé toutes tes études, peut-être. Ouais, et c'était c'était quasi exceptionnel. Il y avait quelques profs qui nous aimaient super bien et qu'on adorait et avec qui on avait cette relation-là. Mais c'était pas la norme. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a tout un tas de nouvelles formations post-universitaires de gars comme moi qui ont 30, 35 ans, 40 ans et qui sortent un peu de ces codes-là, du vieux prof qui met une distance, qui vous voit. Moi, tous les gars repartent avec mon numéro, mon WhatsApp et m'envoient leur premier cas d'implant, de sinus, de trucs et on est trop contents tous ensemble, tu vois. Ouais. Pour moi, je pense que c'est la meilleure manière d'enseigner. C'est la manière socratique, on appelle ça comme ça. C'est le prof qui va te donner envie de devenir meilleur, c'est le prof qui va te donner envie d'aimer cette matière, et c'est le prof qui va te donner envie de transmettre cette matière. Et je pense que tu fais partie de ces gens qui ont capté cette façon d'enseigner. Et si tu arrives à enseigner de cette manière, c'est-à-dire que tu vas clairement dégager cette passion. Il y avait un gars que j'avais bien aimé à la fac quand il a enseigné, j'ai assisté à un de ses cours, c'est Philippe Bouchard. Ok. J'étais impressionné. Le gars raconte, c'était théâtral. C'était un prof, quand il t'expliquait quelque chose, c'était une pièce de théâtre. Et en fait, j'avais mon stylo et mon cahier, et je n'écrivais plus rien. Parce que il te parlait de choses qui étaient super complexes, mais j'avais l'impression d'assister vraiment à une vraie pièce de théâtre. Et c'est rentré, et jusqu'aujourd'hui, ce cours auquel j'ai assisté est toujours dans ma tête. Tout mon objectif, c'est de désacraliser des concepts qu'on nous a vendus comme inatteignables pendant notre formation, tu vois. Et si à la fin de mes 2 jours ou 3 jours ou une journée de formation, les praticiens ressortent en disant mais en fait c'est simple, j'ai tout compris, en fait c'est trop simple, on nous a survendu un truc. Là j'ai eu mon objectif, tu vois. Il faudrait que les profs aient comme une sorte d'examen, une sorte de passage, enfin quelque chose par lequel tu dois passer pour pouvoir être accepté en tant qu'enseignant. Mais vu qu'il en manque, ils prennent de tout. Et évidemment, je respecte tous les profs, c'est certain, mais c'est vrai que pas tout le monde ont cette petite étincelle qui te permet de sortir du cours et de dire waouh, aujourd'hui j'ai vraiment appris quelque chose. C'est vrai, la majorité des cours auxquels on allait, tu sortais, ton crâne il a explosé. Les cours d'ortho, tu te rappelles? Ça donnait même pas envie. On dirait que c'était fait exprès pour ne pas faire de l'ortho. Ouais. Et j'ai l'impression que c'était... Enfin bref. Mais en tout cas, toi, ce qui est incroyable, c'est que tu termines tes études de chirurgien, mais tu vas pas travailler, tu prends un crédit et tu vas faire le tour du monde. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ouais. Et t'as beaucoup de culot de faire ça, dans un sens, mais en même temps, t'as beaucoup de courage. Les gens, généralement, ils terminent leurs études, et ça y est, on y va, on va travailler, on va faire de l'argent. D'accord? Il y a des choses à payer. Ouais. Non. Non. Toi, tu prends un crédit, tu t'endettes, et tu dis, tu sais quoi? Je vais faire le tour du monde, et tu le fais avec un de tes meilleurs amis. Et déjà, pourquoi t'as fait ça? Et est-ce que tu sens que ça, aujourd'hui, avec le recul, que ça fait pas mal d'années, tu sens que ça a changé quelque chose? C'est difficile à répondre à cette question parce qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et en fait, la vie, tu la vis qu'une fois et t'as pas de deuxième chance. Tu peux pas retourner en arrière en te disant, OK, si j'avais fait tel choix, qu'est-ce que je serais devenu? Donc, c'est très difficile de répondre à la question, est-ce que ça t'a changé?
le constat, il était très simple à l'époque. On avait 23 ans, on sortait de fac, on avait le temps, mais pas l'argent. Et on savait que plus tard, on aurait probablement l'argent, mais certainement plus le temps. D'où le crédit. D'où le crédit. On a pris le temps à ce moment-là parce qu'on l'avait, et puis on a payé plus tard. Et c'est peut-être le meilleur choix de ma vie. Je sais pas s'il m'a changé, mais en tout cas, il m'a appris beaucoup de choses. Ça a été une année plus qu'épanouissante, enrichissante sur 1 milliard de points. Les autres, moi-même, notre environnement, nos buts dans la vie, et des modèles complètement différents à l'opposé de nous-mêmes, et pour autant les gens sont pas forcément plus malheureux que nous, tu vois. Ouais, ça a été une expérience extraordinaire. Est-ce que c'est vrai ce mythe qui dit qu'un voyage peut te changer? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est vrai? Non, je pense que ça peut te changer. Alors, je pense soit à partir d'un certain temps, parce que tu vois, à mon sens, ça prend du temps pour déconstruire un petit peu nos propres modèles de jeunes gamins parisiens de France, d'Occident. Tu vois ce que je veux dire? Déconstruire un peu ses propres modèles pour mieux comprendre ce que tu vois, et ensuite construire d'autres, fort de ces expériences, construire d'autres modèles potentiels. Donc je pense qu'il faut un minimum de temps, tu vois, 2 semaines de vacances, je suis pas sûr que ça te permette de changer véritablement. Ou alors, peut-être qu'en un temps beaucoup plus court, vivre quelque chose de très intense, alors ça peut faire switcher des gens. Moi, j'ai pas eu cette expérience-là encore, de l'intensité qui m'aurait changé. Moi, c'est plus à mon sens, le premier concept, là, le temps de s'extraire un petit peu de soi-même, et un petit peu de se réinventer, si tu veux, en dehors des codes, du cadre de nos parents, de l'école, des amis qu'on a pu avoir, et qui nous ont forgé aussi notre personnalité en 25 ans, tu vois, c'est pas rien. Donne-moi un pays, une personne, une date qui t'a changé ta vie. Oh putain. Tout réuni, idéalement. Donc c'est comme si tu te parlais genre d'un voyage en particulier, avec une personne en particulier, à une date en particulier. Tu sens que ce voyage, jusqu'aujourd'hui, tu y penses? Ah ça va être très global. Ça va être Alexandre Van Herom, mon co-voyageur de cette année, année 2010-2011. Donc c'est ce voyage-là, il y a 15 ans déjà. Et je dois choisir un pays. Choisis un pays. Ah putain, tu sais que c'était la question que tout le monde me posait au retour de voyage. C'est quoi le meilleur pays que t'as? Et en fait, tous les pays sont différents, avec des expériences complètement différentes. On a fait des treks dans les Annapurna au Népal. C'était ultra intense et complètement différent que de prendre un van en Australie et de faire 5000 bornes, tu vois. Un truc qui m'a bien marqué, ouais, c'est le trek au Népal. Ouais, ça c'était sympa. C'était sympa parce que moi je suis pas du tout sportif, et je me retrouve après 1 mois et demi de voyage avec un sac à dos, 30 kilos sur le dos, à faire de la marche en montagne. Je connaissais pas, tu vois. Et du coup, tu te surpasses, t'apprends des choses. Tu apprends à aimer des choses dont tu ne t'étais jamais douté pouvoir aimer. Et marcher en montagne, genre truc trop bizarre pour un Parisien qui a fait que des vacances classiques, tu vois. Et je pense que ça a peut-être été peut-être le tournant, ou peut-être le moment. Je parlais de la longueur du voyage à partir duquel tu peux commencer à pas à changer, mais à évoluer un peu sur toi-même. Ça faisait à peu près 1 mois et demi qu'on voyageait. Et du coup, là, on rentrait clairement dans l'intensité du voyage, tu vois. On s'est fait l'Inde du Nord. Et ensuite, on a switché sur le Népal. Et je pense qu'à ce moment-là, on est vraiment rentré complètement dans l'intensité de ce voyage. Est-ce que ça t'arrive de te sentir proche d'un peuple en particulier?
Tu veux dire un autre peuple que celui auquel je pourrais être affilié Ouais. naturellement? Ouais. Euh, Est-ce que tu t'es déjà senti, tu sais, par exemple, certaines fois, certaines fois, je parle à des gens qui me disent, je sens que je suis attiré par ce pays-là. Pas pour le visiter, mais c'est comme si j'avais vécu là. Est-ce qu'il y a un pays comme ça? Tu te dis, waouh, l'Inde ou peu importe, mais un pays où tu te dis, waouh, j'ai comme l'impression que je me sens vraiment chez moi. Un pays que tu as visité, tu sais cette sensation? ouais. Il y a des Alors, pays qu'on visite pour la première fois, on a comme l'impression qu'on l'a déjà visité. Et tu te sens à l'aise, tu te sens vraiment bien. Est-ce qu'il y a un pays que tu as visité qui t'a donné ce sentiment? ouais, l'Argentine. L'Argentine. Je pense avoir vécu des pays ou des expériences de voyage plus intenses, que ce soit en termes de modèles complètement à l'opposé d'une autre, en Inde par exemple, où j'ai peut-être fait plus la fête et peut-être plus amusé en Thaïlande ou au Brésil, mais le pays où je me suis peut-être senti presque le plus comme à la maison, si tu veux, c'était en Argentine, et particulièrement avec les Argentins. Je sais pas, il y a peut-être parce que ce sont d'anciens Européens, mais avec un côté un peu méditerranéen. Et du coup, il y a cette espèce de chaleur, d'accueil, ça parle fort, mais en même temps, ça tutoie, c'est très proche, c'est très friendly, c'est ultra accueillant, et c'est festif, et je me suis senti très proche des Argentins, et du coup, de l'Argentine, en particulier. Donc Amérique latine, c'est Ouais. complètement différent de tes origines. Ouais, mais tu vois, t'as l'Amérique latine, t'as l'Amérique du Sud au Pérou, Bolivie, Ouais. et l'Argentine, Brésil, tu vois. C'est pas du tout le même mood. Pérou, Bolivie, c'est des trucs, tu sais, c'est les Mapuches, beaucoup plus pauvres, plus paysans. C'est pas péjoratif. J'ai adoré voyager là-bas. D'ailleurs, on s'est switché avec Alex et moi parce que lui voulait aller au Brésil faire apprendre le portugais. Moi, je voulais absolument faire mon voyage humanitaire au Pérou pour extraire des chicots en montagne et ensuite voyager en Bolivie. Donc, j'ai adoré ces pays-là, mais celui dans lequel je me suis senti le plus proche culturellement, c'était l'Argentine. Ouais. Intéressant. Peut-être parce que je me suis fait des super potes argentins aussi, tu vois, ça peut tenir peut-être qu'à ça. C'est un tout, en fait, c'est clair, c'est sûr que c'est un tout. Et aujourd'hui, lorsque tu es sur Paris, est-ce que tu considères que tu es dans la bonne ville en termes d'épanouissement? Question piège. Écoute, c'est... Là, je te pose cette question alors que tu viens tout juste de revenir de vacances, donc c'est... Ouais, c'est le pire moment, c'est le pire moment. Mais c'est ça. Non, c'est doublement le pire moment parce qu'on vient de revenir de vacances et comme après chaque retour de vacances, on idéalise un ailleurs, une ville, avec plus de plage, plus de soleil, plus de potes, plus de... Bien sûr. Voilà. Et puis tu me poses cette question à une étape de vie, de société complexe pour nous. Tu me demandais à quel peuple je m'affilierais autre que le mien. Mais c'est évidemment en sachant que je suis de confession juive, qu'on est en France, qu'on est en post-7 octobre, bien que quasiment 2 ans plus tard. Et je pense que la discussion des bons 6 derniers mois de toute personne de ma communauté, c'est où est-ce qu'on part vivre, tu vois, tôt ou tard. Certains ont déjà fait leur valise, d'autres, tous y pensent. Dans quelques années, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Est-ce qu'on est encore épanoui ici? Ici, c'est Paris, bien sûr. C'est peut-être la France, c'est peut-être l'Europe. La question est peut-être encore plus globale. Donc, à la ville bruyante, avec pas trop de soleil, pas de plage, on rajoute
ce contexte-là un peu compliqué en ce moment, non, je suis pas sûr que ce soit la meilleure ville pour vivre ces prochaines années. Mais en même temps, bien heureux celui qui a trouvé le meilleur des compromis. C'est bien dit parce que il n'y a pas un pays parfait, ça c'est certain. Mais il y a un pays où le jour j'ai posé une question à quelqu'un qui m'a répondu que ta plus grande richesse c'est ta liberté, c'est d'être libre. Et bon, c'est un grand mot quand même, c'est un très grand mot, c'est très vaste. Mais une de liberté, c'est genre pouvoir sortir de chez toi sans être inquiet. Ouais. C'est simple, hein, mais c'est sortir de chez toi en te disant le pire qui peut m'arriver, c'est des accidents de la vie, tu vois, mais pas une surprise parce que t'as un gars qui a... Ouais, ça, malheureusement, nous, on est en train de revivre cette inquiétude, si tu veux. Ouais. On se demandait où mettre nos enfants à l'école. Puis on nous avait recommandé une école juive. On est passé devant. Il y avait une voiture de flic postée H24. Ouais. Ma femme m'a dit, non, en fait, on peut pas vivre avec cette angoisse qu'il y ait des policiers qui gardent notre enfant de 3 ans devant l'école, tu vois, parce que c'est devenu sécuritairement trop compliqué. Voilà, ça, c'est des problématiques qu'on se pose au quotidien maintenant. Et ouais, c'est pas agréable. Et je pense que c'est important de prendre du recul et surtout, c'est important de s'éduquer, de relire l'histoire. Relire l'histoire, c'est très important. Donc, c'est assez net. Mais en tout cas... Même l'histoire... ça se répète, Benjamin. Non, mais la façon de raconter une histoire, c'est politisé. La même histoire... Qui la raconte, c'est ça. Effectivement. En fonction des historiens, pour une même histoire, pour des mêmes faits, t'as des historiens de droite, de gauche, qui vont te raconter une histoire diamétralement opposée. Et donc là, chacun va aller chercher son historien de prédilection pour entendre ce qu'il a envie d'entendre, tu vois. C'est assez vicieux parce que moi... C'est ultra vicieux. Parce que plus tu t'informes, plus tu as l'impression d'être dans le vrai, mais dans le choix de ton information, tu es déjà orienté. Tu vois ce que je veux dire ? C'est clair. Aujourd'hui, on ouvre notre iPhone, on regarde Instagram, Facebook, ce qu'on veut. On a l'impression que c'est le reflet de la vie. En fait, pas du tout. C'est le reflet de ce qu'on veut que la vie soit, tu vois. Et à mon sens, c'est très grave. À l'époque, on regardait le 20h et tout le monde avait accès à la même information. Donc, tout le monde avait la même image, a priori, de ce qu'est le monde. Et chacun s'en faisait son avis. Aujourd'hui, à partir de son propre avis, on choisit ses propres médias, ses propres supports qui vont nous conforter dans notre propre avis. Donc, c'est un cercle ultra vicieux où les gens se complaisent et se radicalisent dans leurs pensées, dans leur croyance de la vérité, et c'est impossible d'en sortir. Et en fait, on arrive à des gens de tous bords qui sont ultra radicaux dans leurs pensées, ultra sûrs de leurs pensées, comme une vraie vérité, tu vois. Et en fait, je pense qu'on n'arrive plus à se parler aussi pour ça, à cause de ça. Là, on a parlé du négatif de Paris. Moi, j'ai envie de te donner le positif de cette ville. Moi, je suis un produit de cette ville. Et grâce à cette ville, j'ai rencontré des gens comme toi. J'ai rencontré des gens qui étaient de cultures complètement différentes de la mienne. Et c'est ça qui m'a approché, en fait, de ces gens-là. C'est cette ville qui m'a approché de ces gens-là. Et sans elle, en fait, je pourrais être dans un coin, dans un pays paumé, je ne sais pas où, mec, ça peut être n'importe où. Et tout le pays a une façon de penser qui est linéaire. C'est comme ça et c'est pas autrement. Le fait qu'à Paris, par exemple, ou en France, par exemple, ce soit très, tu sais, cosmopolite, ça parle de tout et de rien. Tu peux le voir, le négatif, c'est sûr. Mais t'as aussi ce côté positif où t'as fréquenté tout le monde, en fait. Et avant de savoir, tu sais, Ben, avant d'aller faire mes études, moi, je savais pas, je faisais pas la différence. T'es juif, mais je sais pas, tu fais quoi, en fait? On me chopait dans les casiers, on me disait, ouais, t'as fait Shabbat, tu pensais que j'étais juif, là. Et je lui disais, quoi? Je savais pas ce que c'était. J'en avais aucune idée. J'avais vu le mot Shabbat dans la Bible, tu vois. That's it. Mais ça me disait rien.
Et plusieurs fois, ils insistaient. Au bout d'un moment, je suis allé voir mes potes, je leur ai dit, ça veut dire quoi ça? Ils étaient morts de rire. Et, et tu sais, en fait, je connaissais mes potes qui étaient par exemple Jewish ou tu connais très bien Aptin, mon pote iranien, mais on ne parle jamais de ça en fait. Tu sais, je te donne le meilleur exemple. À Beyrouth, dans les années 50, il y a un quartier qui s'appelle Wadi Abou Jmil. C'est le quartier juif de Beyrouth. Tout le monde se fréquentait là-bas. Personne ne se demandait de quelle confession tu étais. Mais vraiment, tu sais, c'est trop classique de raconter ce genre d'histoire parce que tu as comme l'impression de les avoir déjà entendues, mais c'était la stricte vérité. Et j'ai rencontré un juif libanais qui me racontait l'autre jour, il me disait, Roméo, mon père, parce que son père habitait à l'époque là-bas, il me disait, ça négociait. En fait, le but, c'était, quand tu rentres chez toi, t'as ta vie de famille, d'accord? Tu veux prier le vendredi soir, tu veux faire Shabbat, tu le fais. Mais en fait, le challenge de leur vie, c'était pas ouais, j'ai peur parce que il va voir que je suis d'une autre confession. Non, il va faire le meilleur tissu encore mieux que le mien. Je suis niqué, tu vois, si je fais pas tu vois, c'était ça et c'est ça qui est important. En fait, on s'en fout de d'où tu viens. On s'en fout c'est quoi ta religion. Et ce qui est très puissant justement dans le peuple libanais et dans le peuple iranien by the way, c'est que ils se considèrent avant tout libanais avant de se considérer Jewish ou chrétien ou musulman. Ils s'en foutent en fait. Sûr que tout est complexe et je pense à cause de ces peut-être même ces formats courts qu'on est en train de créer là, tu vois, très très catchy, très instagrammable, très sur l'instant. On perd forcément toute la complexité de chaque situation. L'idée, c'est d'avoir le message le plus court, le plus pertinent, le plus vendeur possible et le plus vendeur possible. Et des vrais moments où on prend le temps de décortiquer les choses et la complexité d'une situation, je suis pas certain que le petit gars de 15 ans, quand il est assis sur les toilettes et qui scrolle sur Instagram, prend ce temps-là, tu vois. Et c'est, je pense, le drame surtout de la génération suivante. On a un temps d'attention qui est de plus en plus court. Tu vois, on sait plus réfléchir. Avec l'IA maintenant, on va tout nous dégueuler une vérité sans avoir pris le temps nous-mêmes de l'analyser. Benjamin, je vais te dire quelque chose. Quand j'ai passé le concours de médecine, j'étais dans la faculté de Créteil. Quand je suis arrivé, j'ai remarqué une chose, c'est dans les années 2000, il y avait des groupes qui travaillaient ensemble. Donc tu avais le groupe, c'est vrai hein mec, le groupe des Fages, les groupes des Rebeux, travaillaient ensemble, mais chacun de leur côté. Hein. Ça se détestait pas, ça bossait ensemble, c'était formé une petite équipe, mais moi ça me faisait rire parce que vous êtes mis ensemble parce que c'est quoi, vous êtes d'un même pays, en fait je comprends pas. Et moi j'arrive tout seul. Tout seul. J'avais un pote à moi, Jérémy. Moi, je savais même pas qu'il était juif, le mec. C'est juste qu'on était dans le même lycée. Il s'est avéré qu'on s'est retrouvés à la fac ensemble. On bossait ensemble, en fait. Tu nous as résolu le conflit moyen-oriental. On bossait ensemble, on travaillait ensemble. En une année de médecine, c'est pas mal. On travaillait ensemble. Et on a tous réussi, vraiment. On a tous réussi. On bossait ensemble et personne de nous a essayé de s'égarer, à aller dans un autre groupe, etc. On était un groupe soudé, unis. On se partageait nos cours, on partageait les choses ensemble. Et jusqu'aujourd'hui, on en parle. Et souvent, quand je repasse à Paris, je les réunis tous. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau. Ils sont restés potes, eux? Ouais, bien sûr, ils sont restés potes. Ils se parlent souvent, etc. Malgré tout ce qui se passe en ce moment politiquement, etc., ils se parlent. Tu sais, je suis allé faire mon EVG à Ibiza, ils étaient tous là. Et c'était drôle parce que c'était en plein pic de ce qui se passait, tu vois. Et on s'était promis, on ne parle pas de ça. Ouais. Parce que parler de ça, tu sais, moi je compare souvent ça, c'est comme si ta mère, que t'aimes tant, hein, elle fait une bêtise, d'accord? Mais c'est ta mère. C'est très difficile d'aller dire à Benjamin, ouais, c'est vrai, ma mère, elle a fait ça, elle a fait quelque chose de très méchant, désolé. Non, tu vas toujours la défendre. Mais entre toi et elle, tu lui parles, tu fais, maman, franchement, t'as déconné. T'as fait de la merde. T'as fait de la merde, tu vois ce que je veux dire? Mais devant les autres, tu vas jamais le dire.
Et c'est ça le problème. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très difficile à faire. Parce que c'est ta mère, tu sais, elle a toujours été là C'est pour sûr que toi. c'est un exercice très difficile. Tu as C'est très l'impression difficile. à la fois de trahir ton sang et en même temps de donner du grain à moudre à l'opposition. Ouais. Et donc, tu as à la fois l'impression d'être contre-productif pour toi-même, en même temps, tu n'es pas complètement honnête avec toi-même. C'est des situations embarrassantes. D'ailleurs, on parle des années de fac, mais toi, les années de fac, est-ce que ça te manque? Ah putain, grave. Attends, c'était nos plus belles années, en fait. Ou dans l'histoire du travail, t'es toute la journée avec tous tes potes à apprendre, bosser, rigoler, faire des pauses, retourner bosser, aller bouffer ensemble avec tes 2, 3, 4, 5, 10 potes toute la journée, toute la semaine, toute l'année. Ça n'existe pas, en fait, tu vois. On se rendait pas compte à l'époque, mais on se plaignait, ouais, on a les partiels, faut bosser, nanana, ils nous saoulent. Ben, en fait, c'est de loin les meilleures années. Je parle études professionnelles, tu vois. Après, il y a d'autres pages de vie, faire des enfants, se marier, voir sa femme, c'est d'autres types de bonheur. Mais je parle dans le travail, que ce soit le travail en termes d'études ou le travail au cabinet ou à l'usine ou peu importe, où tu veux, avec tes potes toute la journée. Chaque année qui passait, tu vois. Chaque année qui passait, j'étais nostalgique de l'année précédente. J'étais nostalgique à chaque fois. Je me disais, waouh, je me souviens de cette époque, c'est dommage, je ratais. Et j'envoyais des messages à des potes à moi, ils me disaient, arrête d'être nostalgique, c'est bon, c'est passé. Non, les gars, vous réalisez pas. Chaque petit moment qu'on avait, cette pause, on allait manger chez Strato, Métro, Odéon. Tu sais, c'est des trucs très simples, tu vois, mais ça comptait tellement pour moi. Quand un pote avait redoublé, je lui ai dit, mais en vrai, t'as de la chance, tu vas kiffer une année de plus. Ouais, tu vois, nous, on va être plus vite propulsés dans le monde du boulot. Donc, quelque part dans l'engrenage, à partir du moment où tu as ton autonomie financière, bah, tu te barres de chez tes parents, c'est génial, tu as ton appart. Mais du coup, tu as un loyer, ensuite tu as des impôts. Les impôts, c'est sur l'année précédente, donc tu peux jamais t'arrêter. En fait, ensuite, dès la fin des études, tu es dans un cycle effréné, tu vois. C'est clair. Me barrer là, maintenant, 1 an autour du monde, ça aurait été impossible. D'où le fait de l'avoir fait juste avant de rentrer dans ce cycle-là. Ouais. Si tu as un mot à dire, un conseil à donner à tous les étudiants en ce moment, qui sont en train de se dire, waouh, j'ai tellement hâte de terminer mes études et commencer à travailler et faire de l'argent, ce serait quoi? Soyez pas si pressés, tout ça, ça va arriver. Quoi qu'il arrive, ça va arriver. On a un job qui nous permet de gagner des sous, donc soyez pas si pressés que ça. Les sous, ça va venir. Beaucoup, un peu moins, ou beaucoup plus pour certains. C'est presque de l'ordre du détail. Là, on a un métier qui fera qu'on sera confortable dans notre vie. Par contre, les années d'études, ça se refait pas. Donc, kiffez à fond. T'as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose de spécial? Est-ce qu'on va conclure? Merci à toi. Merci beaucoup pour cette invitation. À chacun nos chemins, mais je trouve qu'ils sont assez parallèles. De culture méditerranéenne aussi, dentiste aussi, mais aussi entrepreneur. Et je sais à quel point c'est dur. Alors moi, dans une moindre mesure, parce qu'on n'a pas du tout encore créé ta boîte, l'ambition de ta boîte en tout cas. Et donc bravo à toi, vraiment. Je sais ce que c'est que de sortir justement de cette situation confortable qu'est notre job de dentiste, où tu peux bosser 3 à 4 jours par semaine et en étant très bien et en allant faire du tennis ou du golf les derniers jours. Non, toi, t'es aussi sorti de ça pour passer des jours et des nuits entières à bosser sur ton projet, à sortir de ton sac de confort de dentiste qui aurait très bien vécu sa vie pour l'inconfort, le challenge, la réussite, je te le souhaite. Et je sais à quel prix d'énergie, de temps sur ta famille, sur tes amis, sur tes enfants à venir, ça te coûte et ça te coûtera. Donc, bravo à toi. C'est très apprécié et je sais que tu es sur la même voie en fait. Et c'est pour ça que tu comprends un petit peu. C'est beaucoup de sacrifices, mais
C'est beaucoup de plaisir en même temps, même s'il y a beaucoup de sacrifices. Mais tu vas le vivre et je pense qu'il faut surtout pas abandonner. Et il faut jamais oublier qu'il y a une force extérieure, qu'on n'est pas seul. C'est ce que j'ai à te dire. Amen. Amen. Amen, frère. Merci Merci à beaucoup. toi.